Bonsoir et bienvenue, surtout la rediff du coup, à votre nouvelle soirée. Horrifique histoire. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, quelque chose en pierre, une nouvelle de Jean-Pascal Martin. Bonne écoute, braves gens. Extrait du journal d'Igor Obroutchev. Je dois absolument, et au plus vite, coucher sur le papier tous les résultats de mes expériences. Les faits, mais aussi les impressions, les intuitions. Suis-je encore un scientifique ? Cette mission m'a-t-elle rendu fou ? Que dira Anna ? Vais-je lui soumettre ses divagations ? En tout cas, si je dois me faire comprendre, je dois remonter aux origines de tout cela. Tout débuta à la fin du printemps, lorsque nous apprîmes qu'un trou était apparu dans le pergélisol sibérien, au nord de notre mère patrie, la très sainte Russie, béni soit son nom et celui de notre guide suprême. Un éleveur de rennes avait signalé l'apparition du phénomène 2 mois auparavant. Je faisais partie, avec Anna et une dizaine d'autres scientifiques et techniciens, de la première équipe d'enquête et d'analyse. C'était il y a 6 semaines. Que de temps passé depuis. Je me souviens parfaitement de l'inconfort du Mi-26 qui nous transporta sur zone. Une escorte militaire nous accompagnait au cas où ce trou impliquerait une puissance étrangère. La dizaine de soldats devait aussi assurer l'intendance, tandis que nous, les scientifiques, devions consacrer notre temps à l'étude de l'objet géologique non identifié. Merci Longost. L'hélicoptère était beaucoup trop lourd pour se poser sur le sol de la toundra. Au milieu du mois de juin, la surface du pergélisol peut être traîtresse. De plus, on ne savait pas si d'autres trous n'allaient pas apparaître auprès du premier, capable de faire disparaître un engin aussi gros qu'un Mi-26 dans les entrailles de la Terre. Les militaires descendirent donc le long de cordes, puis installèrent un câble métallique pour amener au sol les caisses de matériel en toute sécurité. Je me demandais encore comment nous allions quitter notre aéronef. Anna me montra d'un coup d'œil un genre de chaise en osier qu'on allait suspendre pour l'élitreuillage. Je faisais le fier, mais n'en menais pas large. Je supposais que le reste de l'équipe était dans les mêmes dispositions d'esprit, mais je fus le seul à vomir copieusement sur mes rangers pendant la descente. Je pris contact avec le sol, sous les regards dégoûtés de mes camarades. Les militaires avaient déjà installé un petit réchaud à gaz, et Anna, la merveilleuse, me tendit un gobelet de thé. Je repris figure humaine en observant l'équipe logistique travailler.
Pour d'évidentes raisons de sécurité, nous montâmes le campement à 500 mètres du bord du trou. Cette année-là, il faisait incroyablement chaud, même pour un été. Nous étions équipés comme nous l'avaient conseillé les militaires. Nous quittâmes les parcs à fourrer avant d'ouvrir les caisses de matériel scientifique et de ranger tout cela avec ordre et méthode sous les tentes de stockage. La lumière était superbe, forte et intense. Elle chassait les ombres et les questions. L'air était doux, chargé d'odeurs mêlées. Le parfum des fleurs arctiques, je reconnus l'épilope tout rose qui s'harmonisait délicieusement avec les pétales blancs du pavot safrané, mais aussi des remugles de pourriture liés à la décomposition partielle du pergélisol pendant la période estivale. Je soulignais à Anna et à l'équipe combien on respirait aisément ici par rapport à l'atmosphère terriblement polluée que nous subissions à Moscou. Était-ce la qualité de l'air ou la plus grande quantité d'oxygène inhalée à chaque inspiration? Nous étions tous gais comme des pinsons, voire excités. Même les militaires qui terminaient la mise en place d'un plancher métallique pour nous isoler de l'humidité du sol plaisantaient à qui mieux mieux. Très rapidement, nous allâmes voir le trou. Le fameux trou qui justifiait notre présence ici, à près de 500 km de la bourgade de Karasaveï, simple port industriel pour l'exploitation du gaz naturel. Merci des entre-deux. Le commandant Vassiliev, qui dirigeait le détachement de soldats, tint à passer le premier et ordonna à ses hommes de rester armés et prêts à l'action. Je n'intervins pas, bien sûr, même si cela m'amusait beaucoup. J'ai toujours eu l'impression que rien de vraiment grave ne pouvait m'arriver. Je n'ai jamais cru à tous les avertissements que me prodiguaient mes parents, ni par la suite aux risques lourdement évoqués pendant des heures sur toutes sortes de médias. Ce n'était pas une question de courage. J'avais peur des chiens, des rues sombres et, depuis peu, des séances d'élitreillage. Non. Ce n'était que l'inconscience. J'ai malheureusement perdu cette naïveté à l'occasion de cette mission. Et je sais maintenant que l'apocalypse m'attend. Je regrette tant mon ignorance. Ce premier jour, nous partîmes donc en rang serré, en fin d'après-midi. Mais en juin en Sibérie, il fait jour jusqu'à 23 heures au moins. Nous suivions le détachement armé qui s'était mis en formation d'exploration en milieu hostile, dixit Vassiliev. Nous avions une idée claire de ce que nous allions voir, car des avions de reconnaissance et l'hélicoptère qui nous avait amenés avaient pris de nombreuses images du phénomène. La comparaison de vues satellitaires avait même permis de dater très précisément le jour de son apparition, le 9 mai, soit 3 semaines plus tôt. Comment ne pas se sentir en vacances dans ce pays magnifique? Mes yeux étaient attirés par toutes les plantes de la toundra et, dans cette région, le regard porte si loin qu'on ressent vite la griserie des espaces infinis. J'étais, avec Anna,
le responsable de la partie scientifique, et je me devais de garder mon calme et d'apparaître aussi concentré sur l'objectif qu'on l'attend d'un chef. Je dois dire qu'en arrivant à la hauteur du cercle que les militaires dessinaient tout autour du trou, je n'eus pas de mal à retrouver mon sérieux. L'objet formait une tache noire, énorme, au milieu de ce paysage à la végétation rase, mais essentiellement verte. Le soleil se reflétait sur les zones humides, une feuille, un rocher brillant. La lumière était partout. Sauf là, ce disque parfaitement sombre attirait et chagrinait le regard tant il jurait avec l'harmonie naturelle. On aurait presque pu croire qu'une sculpture idéale d'une matière fuligineuse et mate avait été posée par quelque entité au milieu de cette immensité vivante. En observant un peu mieux, on voyait vite les bords du trou, en tout cas le haut de ces parois que le soleil parvenait à éclairer, et l'impression d'étrangeté se faisait moins forte. On connaissait déjà les dimensions du phénomène. 30 mètres de diamètre, une profondeur évaluée à une centaine de mètres. Mais tant qu'on ne le voyait pas pour de vrai, il était impossible de se rendre compte combien cette anomalie était troublante. Vassiliev s'approcha. « Nous encordons 3 hommes qui vont reconnaître le bord. » J'acquiesçai, car, à cet instant, je n'aurais voulu pour rien au monde me tenir plus près de cette chose. Je savais que j'étais là pour ça, bien sûr, et que ce trou allait recevoir une explication scientifique claire. Mais je me laissais jusqu'au lendemain pour reprendre ma panoplie complète d'hommes rationnels. Anna posa sa main sur mon épaule. Était-elle plus ou moins inquiète que moi ? Il semblait évident à cet instant que nous avions tous besoin de nous rassurer les uns les autres. Les rigolos de la bande ne purent s'empêcher de lâcher quelques plaisanteries. Mais les rires qu'ils récoltèrent furent de politesse. Je parle beaucoup d'Anna, mais je ne l'ai pas présentée. Elle était à cette époque mon assistante. Cette place de subordonnée en Russie post-soviétique s'expliquait par la nécessité de laisser la direction d'un laboratoire à un homme si on voulait obtenir des crédits conséquents. En pratique, Anna et moi partagions les tâches et les contraintes. Rapidement, je l'avoue, Anna était devenue pour moi un objet de pensée qui ne me quittait pas l'âme. Tout en elle me charmait, son rire étonnant, son esprit toujours gai et précis, son inventivité, l'attention qu'elle portait à nos travaux et à l'équipe et, bien sûr, sa silhouette magnifique. En son absence, mon imagination redessinait son visage très pâle aux yeux noirs et profonds, et ses cheveux sombres qu'elle coupait court, pour, disait-elle, ne pas gêner le travail de recherche. Je suis un vieux célibataire et je n'ai jamais vraiment osé aborder Anna. Elle m'impressionnait. Avait-elle deviné la façon dont elle occupait toutes mes pensées ? Parfois j'étais à 2 doigts de lui parler, car notre histoire future me semblait aller de soi. À d'autres moments, découragé, je me persuadais qu'une femme comme elle avait sans doute déjà des amants, des amours et autre chose à faire,
qu'écouter les gémissements d'un vieux solitaire. Mes errements de célibataire mal dans sa peau ne font guère avancer mon récit. En me relisant, je me rends compte que je n'ai pas très envie d'aborder le pourquoi de ce rapport et de ce que j'ai vécu là-bas. Comme prévu donc, 3 soldats s'encordèrent et gagnèrent le bord du trou, ce qui revenait en fait à se pencher sur une falaise dont on ne voyait pas le fond, ou à se tenir debout sur la margelle d'un puits géant. Pour le moment, l'idée était très simplement de définir un périmètre où le sol serait suffisamment dur et stable pour installer un système de descente. Les militaires semblèrent contents de ce qu'ils trouvèrent, et la journée du lendemain fut consacrée à la mise en place d'un treuil pour parvenir au fond du trou dans un confort relatif. Pendant ce temps, l'équipe scientifique fit des relevés. Nous carottâmes des prélèvements sur un diamètre d'un demi-kilomètre en vue d'une modélisation aussi fine que possible des sols situés autour du phénomène. Pris par la tâche à accomplir, nous ne vîmes pas passer la journée et oubliâmes même la présence de cet objet étrange qui défiait l'harmonie du lieu et la paix des esprits. En me levant le lendemain, je me rendis compte que ce jour-là, nous foulerions le sol de l'excavation. Une angoisse absurde m'envahit à l'idée que, peut-être, ce trou était sans fond. J'étais le patron de l'expédition et me repris immédiatement pour aborder frais et dispo cette journée cruciale sans avoir l'esprit occupé de fadaises. Pour d'évidentes raisons de sécurité, le baptême revenait à un soldat, un certain Yuri, qui dut essuyer les grasses plaisanteries de ses collègues. Et lui offrir même une bouteille de vodka qu'il aurait le droit de partager une fois sorti de la porte de l'enfer, comme l'appelaient les militaires. On commença par jeter dans l'abîme des tubes lumineux. Cette anomalie de la nature avait bien un fond, mais si lointain que leur chétive lumière ne nous donnait aucune information quant à la nature du sol à cet endroit. Le soldat emportait un système de communication sans fil, une caméra munie d'une batterie conséquente et, bien sûr, une arme. La longue descente commença. Inutile que je narre par le menu l'ensemble de la mission. Le trou n'était qu'un trou, et on lira dans le rapport scientifique officiel tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Le monde entier connaîtra bientôt l'explication la plus réaliste du phénomène, et les dégazages du père Guélisol n'auront de secret pour personne. Je n'évoquerai donc que la toute dernière descente que je fis, 3 semaines après notre arrivée.
J'étais, jusque-là, descendu 2 fois seulement. L'expérience en suspension sous la chèvre ressemblait fort à un élitreillage. Je m'étais débrouillé pour limiter les occasions de me ridiculiser. Anna, comme toujours, avait su lire dans mes pensées et était descendue, elle, presque chaque jour, pour mesurer, enregistrer, prélever, cartographier en 3D aussi finement que possible l'ensemble du phénomène. Elle en profitait d'ailleurs pour se faire accompagner plus que de raison par le commandant Vassiliev. Ce qui ne manqua pas de m'énerver et de provoquer quelques frictions entre nous. Ce dernier jour, je devais clore la mission d'une ultime descente, comme pour dire au revoir à notre objet d'étude. Le soleil ne parvenait jamais à éclairer jusque-là. Le trou faisait plus de 100 mètres de profondeur et il y faisait perpétuellement très noir et très froid. Le sol en était régulier et pour l'essentiel constituait de roches dures et de débris rocailleux. Nous avions installé un système d'éclairage artificiel puissant pour la modélisation, mais l'ensemble avait été démonté et remis en caisse la veille. Pour l'heure, j'étais donc armé d'une simple lampe torche. Était-ce cette lumière rasante qui mit en évidence l'objet? Était-il apparu pendant cette dernière nuit? Je ne le saurais jamais. Comment aurions-nous pu ne pas nous rendre compte de sa présence auparavant? Il me vint même à l'esprit, sur le moment, que l'un d'entre nous m'avait préparé une plaisanterie. À la périphérie du trou, la lumière de ma torche accrocha une pierre qui semblait comme saillir de la roche-mère. Sa forme étrange attira mon regard et je braquai le rayon de ma lampe en essayant de comprendre ce que je voyais avant de m'en approcher. La lumière artificielle crée parfois des illusions. Mais là, non. C'était comme si une ardoise épaisse, telle qu'on peut en voir sur le toit de nos fières maisons russes, avait été plantée dans le sol. Un coin noir et brillant en dépassait, et les 2 côtés que je pouvais partiellement apercevoir semblaient relativement rectilignes. J'aurais dû appeler l'équipe, prendre des mesures, repousser même la fin de la mission. Je n'en fis rien. Je crus, sur le coup, avoir eu peur de me tromper ou peur des moqueries. Je sais maintenant qu'il n'en fut rien, et que, aussi inimaginable que cela puisse paraître, l'objet lui-même m'intima le silence.
Je m'approchai et m'accroupis. L'ardoise, épaisse de 2 centimètres, dépassait du sol de près de 5 centimètres. L'étrangeté de ses bords droits et de sa matière même, qui n'avait rien à voir avec ce qui m'entourait, faisait immédiatement penser à un produit du travail humain. Je me calmais. Je savais, en bon scientifique, qu'on a vite fait d'imaginer des canaux sur Mars et des porteurs de fagots sur la Lune. Je posai la main sur ce caillou étrange. Il bougeait aisément, et je ne mis que quelques secondes à le retirer du sol pour l'éclairer complètement. Je me retournai pour regarder, loin au-dessus de moi, le cercle bleu, porteur de retour à la normalité. Je ne pouvais imaginer qu'un tel objet eût été jeté par l'un d'entre nous depuis le bord du trou. Il se serait brisé. Qui aurait pu faire cela ? En l'étudiant à la lueur de ma lampe, je remarquai qu'il était marqué, gravé, comme une tablette portant un bas-relief. Tout en sachant parfaitement que je ne devais pas le faire, je glissai la pierre dans ma poche d'anorak, comme si, là encore, l'étrange objet m'y obligeait. Je ressortis de là, troublé et silencieux. Tout le monde était joyeux sur le chemin du retour. N'eût été la séance d'élitreillage et le poids de la tablette dans ma poche, j'aurais partagé l'enthousiasme de l'équipe. « Tu sembles bien sombre », remarqua Anna. « Sans doute la déprime des projets qui se terminent. » Il était encore temps de sortir ma trouvaille, de la montrer à Anna. La fatigue d'une longue expédition aurait expliqué mon curieux comportement. Je n'en fis rien. Ma main était attirée par l'objet et je palpais la tablette sous tous les angles sans la sortir de ma poche. Je prenais évidemment le risque de l'abîmer, mais je ne pouvais m'en empêcher. De retour à Moscou, toute l'équipe scientifique profita d'une semaine de repos pour se remettre de son séjour sibérien et du voyage de retour. J'aurais dû choisir ce moment pour ressortir mes travaux et commencer à y mettre de l'ordre. Mais je ne m'intéressais qu'à la tablette que j'étudiais fébrilement pendant 8 jours et 8 nuits. J'accumulais, pendant cette courte période, plus de notes que je n'en avais collationnées durant les 5 années de ma thèse de fin d'études sur les olivines et la tectonique des plaques. J'acquis la conviction que la tablette n'était pas faite d'ardoise, mais de péridotite, un minéral qu'on ne trouve que dans le manteau terrestre, à des profondeurs totalement incongrues. Seuls des forages profonds permettent de carotter ces matériaux.
La tablette avait la forme d'un parallélépipède rectangle de 16 cm sur 7 pour une épaisseur d'un peu plus de 2 cm. Les bords en étaient usés, ainsi que les coins. Une telle forme pouvait sans doute être le produit du hasard, et je m'en persuadais tant que je n'étudiais que l'avers de l'objet. Mais, à la lumière rasante de ma lampe d'observation, je ne pus ignorer longtemps le bas-relief qui ornait l'endroit de la tablette. Suis-je encore sain d'esprit ? Je note aussi précisément que possible, tant que je le peux, mes impressions, mes certitudes, l'évolution de mes facultés et ma déchéance. Pendant ces quelques jours, je perdis tout sens des connaissances je perdis tout sens des convenances et des habitudes. Je me surpris plusieurs fois, complètement affamé, me jetant sur un réfrigérateur presque vide et ouvrant à la volée mes placards pour y trouver une boîte de bortsch que j'avalais sans même la réchauffer. Je quittais de plus en plus difficilement ma table de travail et j'avais bien du mal à détacher ma main de la tablette pour prendre des notes. Je caressais le bas-relief, en suivais du doigt les contours imprécis et me retrouvais tout à coup bâillant aux corneilles, sans aucune idée du temps que j'avais pu passer dans cet état. J'étais épuisé, bien sûr. Des images impossibles m'envahissaient l'esprit, des couleurs, d'immenses formes mouvantes et floues, accompagnées de bruits stridents et inharmonieux, comme une musique écrite par les pensionnaires d'un asile psychiatrique. Et pourtant, le bas-relief lui-même ne se laissait guère lire. Depuis combien de temps reposait-il sous le pergélisol ? Le dessin que j'imaginais était tellement usé qu'un autre que moi n'y aurait sans doute rien vu. Je tentais d'en tracer une copie. La copie de ce que je voyais ou croyais voir. Mais cela ne donna rien. Des ombres, une forme inconnue et troublante. Dessinais-je un paysage, un être immense, une abstraction angoissante ? Je voulais également décalquer simplement le relief de la pierre en passant une mine de plomb sur un papier fin, comme le font les écoliers qui étudient l'écorce des arbres. J'obtins une ébauche plus ressemblante, mais tout aussi illisible. En revanche, je posai la main directement sur la tablette pour en suivre les contours. Je voyais se former dans mon esprit des images étonnantes qui me laissaient dans un état d'agitation extrême. J'avais la sensation très nette de me trouver au seuil d'un monde différent, comme si j'avais regardé à travers un trou de serrure. Je voyais des ombres gigantesques se déplacer dans une salle immense, une cathédrale noire. Parfois, au milieu de cette pièce, un trône de pierre s'imposait à mon esprit. Sur le trône, rien, ni personne, mais des volutes d'une fumée épaisse et sombre.
Dès le lendemain, l'image revint plus nette. La fumée grasse avait disparu. Le siège était occupé par un être incommensurable et abscon. Quand, enfin, le roi de cette pièce immense sur son fauteuil sacré prit vie sous mes doigts, je hurlai et lâchai la tablette. Au bout de 3 jours, même en cessant avec les plus grandes difficultés de regarder l'objet, en changeant de pièce, en me plongeant dans un livre de science pour occuper ma raison, mon esprit restait empli des linéaments de ces images terribles, comme quand on éteint une lampe trop forte et que nos yeux demeurent marqués par la forme de l'incandescence. Pourtant, j'y suis retourné, une fois encore. Il m'appelle et j'obéis. Ma main s'est collée à la tablette. Et cette fois, j'ai vu. Vraiment vu. Comme si j'avais franchi la porte. Comme si j'étais passé à travers le trou de la serrure. Il était là, assis sur son trône de pierre. Je ne pouvais estimer les dimensions de l'endroit ni celles de l'être devant moi. Je ressentais en revanche profondément ma petitesse, mon insignifiance. Et j'en étais rassuré, presque heureux. À ce moment précis, l'être gigantesque et merveilleux, l'horreur inconnue qui trônait là, se tourna vers moi, comme si Dieu, soudain, braquait son regard sur sa créature. Je me souviendrai toute ma vie, ou ce qu'il en reste, de la terreur qui me saisit. Cet être, cette chose, ce monstre ne pouvait être regardé. Je surpris sur son immense visage violent et déformé l'ébauche d'un sourire au milieu de ses gueules, de ses crocs, de ses appendices baveux qui semblaient serpenter vers moi. Je hurlai et sentis que je quittais brutalement ce monde interdit pour retrouver mon appartement moscovite. Je tremblais de froid et de peur. Je m'étais souillé, mais n'avais pas la force de réagir. J'étais tombé au sol en lâchant la tablette. C'était sans doute ce qui m'avait sauvé. Je réussis le lendemain, au prix d'un extraordinaire effort de volonté, à gagner l'Institut de géophysique dont j'occupais une chaire de recherche. J'y retrouvais toute l'équipe, bien reposée et excitée à l'idée de mettre en commun nos documents, nos prélèvements, nos mesures. Anna pâlit de frayeur en posant les yeux sur moi. «
Qu'est-ce qui t'arrive ? Me demanda-t-elle. Elle semblait véritablement terrorisée. Et son ton m'inquiéta bien plus encore que ses yeux. Je battis piteusement en retraite, prétextant un oubli de documents pour repasser chez moi. J'avais juste besoin de revoir le maître. Ma place n'était plus auprès des miens. Je ne m'appartenais plus. Je lui appartenais. Extrait du journal d'Anna XX. Cette expédition avait été épuisante, mais ô combien passionnante. Ici, à Moscou, je savais que je ne serais jamais directrice d'un laboratoire ni titulaire d'une chaire à l'université. Alors, la Sibérie, le froid, l'aventure et l'inconnu avaient été pour moi synonymes de liberté, d'autonomie et de science pure. De plus, quand on passe sa vie avec des chercheurs renommés mais qui se laissent aller, regarder quelques beaux soldats réaliser des prouesses physiques fait du bien à ce qu'on a dans la tête. Quant aux airs énamourés de mon chef, je ne lui en veux pas vraiment, car je le sais solitaire et malheureux. Au début, s'il s'était lancé, peut-être se serait-il passé quelque chose entre nous, même si je l'ai choisi un peu plus trapu et rentre-dedans. 8 ans plus tard, j'avais compris qu'Igor aimait mieux souffrir en silence que tenter d'être heureux. Ça n'enlève rien au respect que j'ai pour ses compétences, ni à la véritable affection que je lui voue. Est-il un ami ? Je ne saurais le dire. Pour ma part, je vis seul, libre et équilibré. Sans doute n'ai-je pas encore rencontré l'homme dont je rêve, un homme à ma mesure. Ce matin-là, quand je vis notre chef de labo se pointer à l'institut, j'eus peur pour lui. Il n'avait à l'évidence pas dormi depuis notre retour de Sibérie, et ses yeux étaient effrayants, comme s'il avait contemplé l'abîme et qu'une partie de lui fût restée là-bas. Nous avions regardé le fond d'un trou, mais il n'était que la conséquence des bouleversements climatiques en cours. Rien de mystique ou d'étrange. Une pure application des lois de la thermodynamique. Je rassurai l'équipe et promis de passer voir le chef chez lui s'il ne revenait pas avant l'heure du déjeuner. Nous profitâmes de cette première matinée de travail en commun pour inventorier découvertes et données. Un avis argumenté succinct serait émis dans les 10 jours, puis étoffé dans les 3 mois à venir. Le travail avançait bien, et l'équipe était d'accord sur l'analyse du phénomène. Igor ne revint pas ce matin-là, ni même l'après-midi. Contrairement à ce que j'avais annoncé, prise par mes travaux, je déjeunais de quelques sandwichs et de cornichons mal au sol. Tout le monde oublia le chef. Une histoire de chat et de souris sans doute. Je quittai donc l'institut après 19h ce soir-là. Il faisait une grande et belle lumière dorée comme souvent ce début d'été moscovite. Et je remontais l'avenue Pouchkine jusqu'à l'immeuble ancien qu'habitait Igor.
Je connaissais l'endroit. Je n'avais jamais été invité à dîner, mais j'étais passé à l'occasion déposer des documents, boire un thé, papoter avec Igor d'un membre de l'équipe ou d'un projet en cours. La concierge m'arrêta comme je franchissais le porche. « Vous venez voir monsieur Obroutchev ? Il a l'air bien malade. Ça a rapport à ce que vous avez déniché en Sibérie ?» Je tentais de rassurer cette brave dame qui ne semblait pas porter les scientifiques dans son cœur. Mais ne m'éternisez pas, car l'état d'Igor m'inquiétait. L'ascenseur étant en panne, une spécialité russe, je grimpais 4 étages d'un escalier au tapis usé. La concierge s'intéressait sans doute plus à la vie des locataires qu'à son ménage, car l'endroit sentait mauvais, une odeur de vase. Un conduit d'eau bouché ? Je sais pas. Sur le 4e palier, l'odeur était vraiment forte. Et je pris peur tout à coup, à l'idée que cela vint de l'appartement d'Igor. Je sonnais, puis frappais. Étrangement, mes coups résonnaient, comme si derrière la porte, l'endroit avait été vidé. De l'autre côté, rien ne bougea. Je pris sur moi et pesai sur la poignée de la porte qui s'ouvrit facilement. Je restais interdite, stupéfaite. L'appartement d'Igor était sombre, comme si tous les volets avaient été sciemment fermés pour éviter que la lumière n'y pénétrât, alors qu'il faisait encore si clair dehors. L'odeur y était si atroce que seule une charogne pouvait l'expliquer. J'hésitais à franchir le seuil, comme si j'avais été placé à l'entrée d'un autre monde qu'il valait mieux ne pas connaître. Je me morigénais, me répétant les mantras du bon scientifique et du bon citoyen russe pour entrer chez Igor. De son 3 pièces, je connaissais le salon qui s'ouvrait à droite, le bureau qui, chez d'autres, aurait fait salle à manger, et sa cuisine à gauche. Je savais qu'au bout du couloir, après les toilettes, se trouvait la chambre. Je criais des « Oh !» pour m'annoncer, mais eus bien du mal à faire porter ma voix, comme si l'atmosphère épaisse de l'endroit atténuait les sons ou, plus certainement, ma volonté. Je traversai le salon pour ouvrir fenêtres et volets. Le soleil de fin de journée ne parvint pas à repousser les ombres de la pièce. Mais je mesurais clairement son état de délabrement. Que s'était-il passé ici ? Les meubles avaient pour la plupart disparu. Des traces sur le plancher montraient qu'ils avaient été déplacés sans ménagement vers le couloir. Le sol était maculé de taches indéfinissables et de griffures, comme si on avait laissé s'amuser une meute de chiens. Le lambris des murs avait été arraché et la cheminée descellée. Qui pouvait faire cela ? L'air extérieur s'avérait incapable de chasser la puanteur lourde qui semblait comme ramper au sol. Derrière moi, les 2 fenêtres claquèrent, sans doute un courant d'air. Et je frissonnais. Je gagnais le bureau à tout petits pas, sur mes gardes, comme si quelqu'un ou quelque chose pouvait se cacher ici. Je n'avais pas l'impression d'être seul.
Quand je voulus l'ouvrir, la porte du bureau tomba sur le plancher dans un bruit de tonnerre. Elle avait été ôtée de ses gonds. La concierge curieuse n'allait pas tarder à rappliquer, et je m'en réjouis presque. L'endroit était à peine reconnaissable. C'était sans doute là qu'était née la tempête qui avait dévasté l'appartement. Rien n'y était intact, ni les meubles, ni les livres, ni l'ordinateur d'Igor. Tous les bibelots, les photos, les souvenirs rapportés de ces expéditions avaient été réduits en morceaux minuscules. Je n'avais aucune idée de la violence de l'arme ou du degré de folie capable de tels effets, et m'abstins de pénétrer dans la pièce. À l'évidence, Igor ne s'y trouvait pas. N'aurais-je pas dû commencer par la chambre fermée ? Mais la peur d'y retrouver quelque chose qui ne serait plus Igor Obroutchev me tétanisait. Je me tenais devant ce dernier obstacle, la main sur la poignée. Je frappais doucement en appelant Igor pour me rassurer au son de ma propre voix. Le pauvre homme ne pouvait avoir survécu à un tel cataclysme. Quand je voulus l'ouvrir, la porte s'avéra bloquée. Elle s'entrebâillait légèrement et me permit de comprendre où se trouvaient les meubles du salon. Là, derrière, Igor avait construit une barricade et s'était sans doute terré dans sa chambre en attendant d'éventuels secours. Tout cela n'avait pas pu arriver sans bruit et choc à réveiller un mort. Je poussai de toutes mes forces sur la porte, qui voulut bien s'écarter suffisamment, et me glisser dans la chambre. Là encore, la pièce avait été dévastée. Lit éventré, tiroir de la commode retourné et armoire renversée. Mais toujours pas d'Igor. Je craignais tant de retrouver le cadavre mutilé de mon collègue que je repris courage en constatant son absence. Nulle part ne se cachait un adulte fou ou terrorisé. Il fallait se rendre à l'évidence. Igor n'était pas dans son appartement. Qui alors avait pu bloquer cette porte de l'intérieur ? Il n'y avait ici aucune autre issue. Et bien sûr, si mon collègue s'était jeté par la fenêtre, la concierge n'aurait pu l'ignorer. J'ouvris les volets de la chambre et regardai la rue en bas. Rien. Comme je me retournais, la lumière tomba sur un objet que je n'avais pas remarqué au premier coup d'œil. Une feuille de papier qui enrobait quelque chose. Je me saisis de l'ensemble. La feuille, prise à un carnet de notes quelconque, emballait mal une pierre noire, une simple ardoise épaisse. Sur le papier, je reconnus l'écriture d'Igor, qui avait tracé, en grandes majuscules, les mots suivants.
Nous l'avons éveillé. J'entendais les pas de la gardienne qui grimpait l'escalier en rahanant et pestant contre les entreprises d'ascenseurs. Je mis l'objet, la feuille dans ma poche et accueillis la concierge en lui demandant d'appeler la police. La pauvre femme était bouleversée par ce qu'elle avait vu en traversant l'appartement, et le temps qu'elle mit à redescendre à sa loge me permit de retrouver mon sang-froid et de faire un dernier tour du logement. Je ne trouvais rien de plus et redescendis à mon tour expliquer la situation à un couple d'agents de quartier parfaitement dépassés par l'affaire. On me conseilla de quitter l'endroit. On me recontacterait certainement. Des scellés allaient être posés. Incapable de regagner l'institut, je pris le métro pour rentrer chez moi, où m'attendait, dans ma boîte aux lettres, un long compte-rendu d'Igor Obroutchev. Je me préparai du thé et ouvris l'enveloppe. Je souris à l'évocation de la séance d'élitreillage, mais m'inquiétais vraiment à la lecture de la suite. J'avais oublié la présence de la pierre dans mon manteau, mais je compris tout à coup son importance. J'étais une scientifique, je ne m'emballais pas aisément. Pour le moment, j'en restais à ma première hypothèse. Igor avait perdu l'esprit. Cette idée n'expliquait pas sa disparition. La gardienne avait eu le temps de me certifier que M. Obroutchev n'avait pas quitté son appartement, mais elle avait pu se tromper. Qu'avait-il bien pu imaginer au sujet de cette pierre ? J'allais la chercher et fixais longuement la feuille qui l'emballait. De qui ? De quoi parlait-il ? Qui avions-nous éveillé ? J'observais la tablette, comme il l'appelait, sous toutes les coutures, sans parvenir à rien y trouver de significatif. Certes, l'ensemble formait un vague parallélépipède. Certes, on y sentait sous le doigt des traces, des reliefs. Mais de là à imaginer un artefact et un bas-relief. J'aurais dû apporter la pierre à l'institut pour y mener des analyses approfondies. Mais je ne voyais pas comment agir ainsi sans révéler les comportements très étranges du directeur. Ce n'était pas ce que je voulais, et moi encore qu'on me pensât capable de monter un stratagème pour prendre sa place. Je décidai donc de laisser la pierre sur mon bureau et d'attendre avec autant de patience que possible les résultats de l'enquête de police. Les jours suivants, je fus prise par mon travail à l'institut. Nous étions en retard pour rendre les premières conclusions et passions une bonne partie de nos nuits sur place. Quand je rentrais à 2 ou 3 heures du matin pour m'octroyer quelques courtes heures de sommeil, je m'écroulais sur mon lit sans plus penser à rien. Toutefois, c'est à ce moment que je commençais à faire de curieux rêves. Dans un premier temps, je n'en alarmais pas. En effet, ma vie était bien étrange à ce moment-là, tant par le rythme du travail que par l'inquiétude que je nourrissais au sujet d'Igor. Bien sûr, je ne pensais pas à lui à chaque instant, mais la police ne donnait aucune nouvelle.
Et, plus ou moins inconsciemment, je savais que ce n'était pas normal. Dans mes rêves, je revenais chaque nuit au bord du trou sibérien. Je me penchais et tentais de voir à travers l'obscurité qui cachait le fond du puits. Le matériel scientifique que nous avions déployé n'apparaissait pas dans ces fantasmagories. À l'inverse, une brume sombre, qui n'avait pas existé dans la réalité, emplissait le trou, s'y déplaçait lentement, y ondoyait comme un liquide à la fois léger et visqueux. Dans la journée, je repensais souvent à mes rêves. Je les attribuais à ma fatigue et à ce voyage sans doute plus éprouvant que je ne l'avais cru. J'en plaisantais avec l'équipe, mais j'étais la seule que le trou dont le père Gélissol revenait visiter la nuit. Les rêves devinrent quotidiens, plus précis, plus gênants. Mon corps réagissait bizarrement à ces fantaisies et je m'éveillais fébrile et couverte de sueur, comme au sortir de cauchemars pervers. Chaque fois, je me penchais sur le trou qui semblait plus vaste. Au fond de l'abîme, la brume s'effilochait pour me laisser voir la pierre d'Igor, ce morceau de péridotite qui l'avait rendu fou. Ces nuits m'épuisaient, comme si je devais à chaque fois refaire tout mon périple sibérien avant d'attaquer une nouvelle journée de travail à l'Institut. Le commissariat de police ne prenait plus mes appels. La dernière fois, on m'avait même demandé pourquoi je m'intéressais tant au sort de mon chef. Chaque matin, en quittant l'appartement, je jetais un œil à la porte du placard où j'avais rangé la fameuse pierre. Et je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Une semaine plus tard, alors que la note de synthèse avait été rendue, on annonça l'apparition de 2 nouveaux trous dans le père Gélissol. Une jeune collègue passa sur les chaînes d'infos moscovites pour expliquer le processus de dégazage du méthane, et son intervention fut reprise sur toutes les télévisions mondiales. Je ne pus m'empêcher de repenser encore à ce qu'Igor avait écrit. Qui avions-nous éveillé ? Je crus devenir folle quand, sortant d'un sommeil épais et agité, je trouvai la tablette d'Igor posée sur mon oreiller, à mes côtés. Je n'avais aucun souvenir d'être allé la chercher, mais je me sentais sale et trempé de sueur, comme si j'avais rampé toute la nuit dans un océan de boue. Mon état d'épuisement pouvait s'expliquer par des crises de somnambulisme. Je consultai un médecin qui me prescrivit des somnifères à prendre pendant une quinzaine de jours. Se reposer, sans devenir dépendante. J'acceptais. Je passais une première nuit profonde. Le médicament avait agi, et la pierre que j'avais laissée dans mon lit sans comprendre pourquoi. Je savais que je devais la remettre dans mon placard, mais n'en trouvais pas le temps. Se montra amical. Je rêvais. La brume avait totalement disparu. Au fond du trou, la tablette brillait comme une ardoise mouillée de pluie. Je descendis, en flottant doucement pour prendre l'objet dans mes mains,
en caresser les contours et le relief avec sensualité. Là, enfin, je sentis sous mes doigts le paysage s'animer et vis quelque chose. Mais au matin, je ne savais plus ce dont il s'agissait. Une présence peut-être. J'étais apaisé et repu, ce qui ne manqua pas de m'étonner. Je repris le texte d'Igor et retrouvai ces termes exacts. Un trône, une salle gigantesque, un être inconnu et incommensurable. Je me souviens bien mieux de mes songes la nuit suivante et celle d'après. Je voyais à travers la tablette. La créature tournait son immense visage vers moi. Et ce qui avait effrayé Igor me sembla sublime. L'être me regardait et je me perdis dans ses yeux multiples qui observaient 1000 mondes simultanément. Igor était là quelque part à ses pieds et des formes de vie grotesques et contournées rampaient autour de lui, se moquaient, le mordaient, roulaient sur lui avant de se chevaucher. L'être, le Dieu, me tendit la main et je le rejoignis, marchant sans ménagement sur la vie grouillante, comme sur un tapis, vivant et chaud. J'oubliais Igor. J'avais trouvé un homme à ma mesure. Il était éveillé. Il était éveillé. Et j'en tirais un immense plaisir. C'est la fin là.